Bonjour, merci Philippe de m'avoir invité à présenter des auteurs suisses à ce salon du livre virtuel. J'ai choisi de vous parler des Dissidents de la pleine lune, un groupe qui s'est constitué il y a 10 ans. On se donne chaque fois un thème comme le complexe du citron, Antoinette n'appuiera pas, et chaque participant dispose d'une lune, donc de 4 semaines, pour écrire un texte court sur ce thème-là. On se les lit à haute voix, on se les commente, on termine par une bouffe. Et là, ça fait bientôt 10 ans qu'on existe. Et à l'occasion de ces 10 ans, on a décidé, sous l'impulsion de Paul Mère, de créer un concours littéraire. On a reçu 109 textes. Le thème, c'était Le silence brûle. Il fera l'objet d'un recueil. Donc les textes primés paraîtront dans le cadre d'un recueil qui comprendra aussi un texte de chacun des dissidents qui a bien voulu se prêter au jeu. Ça sera la couverture sur la base d'un dessin réalisé par Juan Ramos. Et nous allons vous parler plus en détail de quelques-uns des membres de ces dissidents de la pleine lune. Alors je vais commencer par Eric, dit Sociovore. C'est lui qui tient à jour la page Facebook des dissidents de la pleine lune et qui nous surprend chaque fois avec son imagination. Je vais vous lire un extrait de son texte qu'il a écrit sur le thème pour 2 francs de suspense et qui s'intitule Barbecue d'étudiants. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les mathématiques? Celui de derrière avec sa capuche sur la tête. À rien, gros chum. La salle rit. Même l'intello boutonneux, que tout le monde veut tabasser au premier rang, rit. Une boulette de papier vient cogner la tête du remplaçant. La boulette roule au sol. Il se baisse, ramasse la boulette et dépose la boulette sur le bureau. Ensuite, il sort de son sac un cadenas à 5 chiffres. Combien y a-t-il de possibilités pour ouvrir ce cadenas? Demande-t-il. Monsieur Capuchon répond qu'il n'en a rien à foutre. Ses propos, mot pour mot. L'ersatz de professeur saisit alors une chaîne de sa bourse, se dirige vers la porte, passe la chaîne de la poignée de la porte et attache la chaîne à la poignée de l'armoire. Il joint les 2 bouts avec le cadenas. Les mathématiques servent à vous sortir de situations difficiles. C'est alors qu'une fille aux vêtements et au vocabulaire déchirés dit « Mais lol, tu te prends pour notre daron? Tu veux nous faire peur, espèce de connard ?» Il tourne le dos à la salle. Sur ce verrou, il y a une chance sur 100 000 de trouver la combinaison du premier coup, affirme-t-il en levant l'index et le ton. Donnez-nous le code, dit le boutonneux que tout le monde a envie de gifler. Je l'ai généré de manière aléatoire, dit-il en souriant. Il ne le connaît donc pas. De sa sacoche, il saisit une bouteille en plastique vert, appuie sur le bouchon, tourne le bouchon et verse le contenu sur les armoires, sur le sol, sur les meubles, et le finit sur ses cheveux. « C'est quoi cette merde, ça sent l'alcool à brûler » s'écrie une fillette. Ou un prépubère, impossible à dire. De sa poche, il sort un zippo, allume le zippo, et laisse tomber le zippo au sol. « Vous êtes un gros malade » gueule un insignifiant, alors que le crétin à capuchon court vers la porte. Il essaie des combinaisons, pendant que le feu grignote posters et moquettes. Les premiers cancrent tous et transpirent du cucu. Le presque professeur s'est rassis et tourne sur sa chaise, la tête en arrière, les mains sur la poitrine pour accélérer la rotation tout en s'esclaffant. Il vous faudrait une journée pour tester toutes les combinaisons. Sa tignasse prend alors feu. Un couillonneau ouvre la fenêtre. L'appel d'air accélère la combustion. C'est tout ce que vous aurez pour 2 francs de suspense. Christian Dick est né à Puy et habite à Épaisse, donc au bord du lac Léman. Il est passionné de voile et de moto. Et il a publié un premier récit de voyage et puis 2 romans policiers. Le premier qui s'intitule Le disparu de Moratel, publié aux éditions Lavoiron. Et puis celui-ci, dont je vais vous lire un extrait, Le disparu de Lutry,
qui a donc été publié aux éditions Encre Fraîche à Genève. Mardi 1er juillet 2014. Corday se demandait ce qu'il faisait là. Il aurait préféré se trouver ailleurs, par exemple chez cet excellent vigneron avec lequel il s'était lié d'amitié suite à cette autre disparition, il y avait 2 ans. Cet homme, un poète de la terre d'une grande lucidité, qui se baissait dans ses vignes sans jamais s'abaisser. Cet homme lui manquait. « Puisque nous y sommes, allons-y, se dit-il en entrant dans le café où il s'était donné rendez-vous, la dame du téléphone de la veille et lui. Une femme séduisante l'attendait. Elle lui avait annoncé qu'elle était âgée. Cette remarque lui parut un peu déplacée. Elle pouvait avoir 70 ans, un âge où l'on ne redoute plus aujourd'hui de vivre encore intensément. Quelle pouvait être sa relation avec le disparu ? « Avez-vous jamais aimé ?» l'interrogea-t-elle soudain. Corday avait connu des femmes dans sa vie, avait été marié, avait cru en l'amour plus par vocation, par éducation, que pour le sentiment lui-même. Peut-être avec le souci mâle et inconscient de prolonger l'espèce. Avec son épouse défunte, il n'avait pas eu d'enfant. Et cette femme qu'il avait rencontrée 2 ans plus tôt, lors de cette autre affaire de disparition, il ne répondit pas à la question. Elle emplissait son esprit. On croise un jour un visage dont l'expression vous parle. Il ne vous quittera jamais plus. Vous le chérirez jusqu'au dernier souffle. Alors Pierre-Yves Lador, c'est peut-être un des dissidents qui incarne le mieux l'esprit des dissidents de la pleine lune. Il a une écriture absolument foisonnante, échevelée, stupéfiante. Et je vais sans plus tarder vous lire un petit extrait d'un de ses innombrables romans qui s'appelle Chambranle et embrasure. Et c'est l'histoire en fait d'un homme qui fait du porte-à-porte pour proposer aux personnes qui lui ouvrent de faire l'amour. La plus vieille, celle qui me parut la plus vieille avec ses cheveux assaisonnés, camailleux noirs, gris, blancs, était sèche, petite, le menton en galoche, une vraie sorcière de conte. Rejeta son capuchon et me fait signe d'approcher. Elle était vraiment laide. Un remède à l'amour, comme aurait dit n'importe qui dans le monde d'où je venais. Tu es venu pour faire l'amour, tu feras l'amour. Tu peux choisir entre ma sœur et moi. Et je dis qu'elle était presque nue, une bande de tissu soulignait ou amplifiait son absence de poitrine. Un pagne, je ne regrettais pas qu'il occultât l'absence de string, et des cuissettes maigrelettes, dotées pourtant de peau pendante, signalant la perte de la masse musculaire, le tout parcheminé comme ces momies du temps jadis. Une momie vivante, ratatinée, osseuse, les yeux au fond de leurs insondables orbites, comme un fourmillon dans son entonnoir sablonneux. Inutile de pleurer sur l'absence de botox, ce poison mortel que les femmes tentent de chevaucher ou de s'introduire comme un dragon fantasmatique, à dose infinitésimale ou de cellules souches, de rêver de tumescence, de tension, de chirurgie ou au moins de maquillage, en était dans ce palais des illusions, au cœur de la vérité nue. Choisir le moindre mal, entendais-je dans le monde d'où je venais. Sophie Barth-Gros est enseignante en art à l'Université de Genève. Son texte Agnès, donc une nouvelle, a été retenu dans le concours le prix d'écriture de la ville de Gruyère de l'année passée, en 2019. Et je vais vous lire donc un court extrait de cette nouvelle. Agnès tourna la tête. Elle regarda à travers les fenêtres. Les hommes remontaient du village vers l'église. Elle vit des chapeaux de feutre et des pompons des capets, des cigares, des pipes et des barbes, des paletots, des bretons, des gilets en laine et les bandoulières des Boloïs. Elle devinait les sacoches qu'elle soutenait et discernait le tintement du renfort métallique des cannes en bois sur les pierres de la route.
Le ciel menaçait. Comme les filles de l'école, elle était habillée de blanc. Certaines avaient reçu des souliers neufs. Pas elle. Elle avait ceux qu'avaient portés ses aînés avant elle. Les mères avaient confectionné des couronnes de fleurs. Les premières communiantes en aube les portaient sur leur voile. Les robes des petites leur arrivaient aux genoux. Celles des grandes leur couvraient les chevilles. À toutes, on leur avait coiffé les cheveux. Ils brillaient. Parmi les élèves du cours supérieur, certaines appartenaient à la congrégation des enfants de Marie. Elles portaient un ruban bleu et la médaille de la Vierge. Ils étaient le gage du respect de leurs promesses. Ne pas danser lors des fêtes du village et éviter la compagnie des jeunes gens. Sœur Adèle avait réuni ses élèves dans la salle de classe de l'école des filles. Elle se tenait devant elle. Elle concentrait ses yeux et son corps vers l'avant. Alors Josette Pellet, dite Jo, est spécialisée dans le haïku. Le haïku, c'est un poème japonais particulier, donc qui a 5 pieds 7, 5, donc 17 en tout, et qui se caractérise surtout par une façon d'être au monde, une façon d'observer l'instant. Dans ce recueil, Mekong mon amour, donc qui relate un voyage de Jo et ce qu'elle a observé durant ce voyage, j'ai choisi quelques haïkus. Écorchée vivante, des grenouilles sans voix, muette moi aussi. Saucisse aux épices, bambou farci au porc, et la tourista. Sourire radieux d'un vieil homme assis par terre, sans dents ni chaussures. Moine à la prière, envoyant des SMS. À qui? À votre âge, osez voyager seul. Bonze admiratif. Et je terminerai juste par ces quelques mots de l'éditrice Denise Mutzenberg. Je ne verrai sans doute jamais de mes yeux le Mékong, mais grâce à Josette Pellet, j'aurai traîné mes tongs sur ses rives, plongé mon regard dans sa lourde masse brune, mesuré ma fragilité à sa démesure et croisé tout au long du voyage le monde grouillant de vases et de vie qu'il sécrète. Sabine Dormont est traductrice, mère de 2 enfants, habite Montreux. Elle a été présidente et vice-présidente durant 8 ans de l'Association vaudoise des écrivains. Et je vais vous lire un extrait de ce recueil de nouvelles-là, Ma place dans le circuit. La nouvelle s'intitule Lien de sang. Sous l'influence de Léo, les torchées épisodiques, puis hebdomadaires, ont débordé du vendredi soir au samedi, et de l'alcool à des substances plus illicites. En moins d'une année, le gentil gymnasien est viré toxico. Mes parents, désemparés, avaient toujours un temps de retard. Romain passait désormais ses week-ends à expérimenter et cuver les mélanges les plus improbables. Montée de coke, descente d'héros, explosion de cristal, planée d'ecstasy, le grand 8 à demeure. Le lundi, il émergeait péniblement, visage marqué, traits tirés, beauté en déliquescence. Ses joues se creusaient, ses muscles fondaient, son sourire s'était éteint. Avec un ton de décalage, ses résultats scolaires ont épousé la même pente. Quand le redoublement s'est profilé comme une évidence, la consommation a gagné les jours de semaine. Mon père a essayé la menace. Il ne fallait pas que Romain espère continuer à se faire entretenir s'il ne se ressaisissait pas. Mon frère a eu un sourire narquois qui en disait long sur l'importance qu'il attachait au subside paternel. Romain sous l'emprise, ce n'était pas le vrai Romain. La drogue mettait dans sa bouche des propos blessants,
une irritabilité que je ne lui connaissais pas, des gestes qui cadraient mal avec son aura. Alors Olivier Chapuis a lui aussi co-présidé puis présidé l'Association vaudoise des écrivains pendant 8 ans. Il fait partie des fondateurs des Dissidents de la Pleine Lune. Et son dernier livre, qui vient de sortir en plein confinement, s'appelle Balle Neuve, paru chez BSN Press. Ça parle d'un joueur de tennis dont vous avez peut-être entendu parler, Roger Federer. Consterné, Axel Chang avale une gorgée d'un café insipide, la touillette au coin de la bouche, tandis qu'autour de lui crépitent rires et plaisanteries, parfait écho de sa désillusion rampante. La comparaison entre les gains des 10 ou 20 meilleurs joueurs et ceux des autres, de tous les autres, lui semble abominable. Comment cela est-il possible? Pourquoi les joueurs moins bien lotis ne se révoltent-ils pas? La loi de l'offre et de la demande s'applique-t-elle au monde du tennis, du sport en général? À la lecture de cet édifiant article, Axel se rend compte que RF, Nadal, Murray et ses copains du top 10 sont des produits marketing comme ceux dont ils vantent qualité et efficacité à longueur de journée. Ils sont yaourts, aspirateurs, montres de luxe, raquettes high-tech, shorts griffés, Audi cabriolet, pommeaux de douche ou store à lamelles. Ils gagnent et rapportent. Ce sont des caisses enregistreuses sur pattes, des hommes et femmes sandwich bardés de raisons sociales, des pions sur l'échiquier économique. Axel a envie de vomir. Il lève les yeux de son magazine, rencontre les regards de ses collègues, entend le rire se diffracter entre ses pensées, les observe un instant, hilar et content d'être là, dans ce temple de la consommation, comme s'ils avaient laissé leur bon sens au vestiaire. Denise Compiche vit aux alentours de Vevey. Elle était cuisinière et c'est un des piliers des Dissidents de la Pleine Lune puisqu'elle a raté quasiment aucune soirée. Et elle est spécialisée dans la littérature érotique. Et elle a écrit donc un roman, Abécédaire amoureux, dont je vais vous lire un extrait, et écrit aussi des nouvelles. BSC. Me voilà donc en Afrique, au Burkina Faso, dans cette immense ville qu'est Ouagadougou. J'ai pris contact avec la Croix-Rouge pour offrir mes services. J'ai tellement besoin de me sentir utile. Sans papier de formation, il est difficile de trouver du travail, mais ma bonne volonté doit se sentir, puisqu'un homme m'engage pour aider l'enseignante d'un village situé à une 50aine de kilomètres de la capitale, et qui travaille avec près de 75 enfants dans sa classe, ce qui, pour nous, semble pratiquement ingérable. Pourtant, l'école se passe dans la bonne humeur là-bas. De tous âges, de toutes conditions, mais surtout avec un matériel inexistant. Pas de crayon, pas de papier, pas de cahier. Mais heureusement un tableau noir et quelques bouts de craie. C'est presque l'unique soutien scolaire. Je suis bien reçu ici. Mon contact avec les gens du village est chaleureux, mon logement par contre est plus que sommaire. Une très petite chambre. Je dirais même un cagibi. Pas d'eau, pas de toilette. Un réduit cimenté où je reçois chaque matin un petit bidon de 2 litres d'eau qui doit me suffire pour la journée. Les toilettes. N'en parlons pas. C'est un trou avec 3 planches dessus et quelques bambous autour pour s'isoler du reste de la concession, comme on nomme ici les petites cases faites pour une famille. Difficile au début, mais on s'habitue à tout. Alors Gilles de Montmolin est un des premiers dissidents de la Pleine Lune, il est venu très souvent au début. Géographe de formation, il a travaillé à l'État de Vaud. Il a pris sa retraite un petit peu de manière anticipée pour se vouer plus à l'écriture. Actuellement, il a déjà publié 4 romans chez Mon Village et 3 chez BSN Press, ainsi que des nouvelles.
Je regarde la scène. Le gros rigolard vautré sur le canapé, le pâle moustachu assis en avant, crispé, prêt à nous invectiver pour une raison que j'ignore, et le musclé qui surveille le tout. Nous, debout devant eux, coup d'œil à Albert. Il a les lèvres pincées. Des amis, des vrais, ces Allemands. Il connaît bien Göring, c'est évident. Mais il n'est pas ravi de le retrouver ici. D'ailleurs, si la visite était amicale, Tarzan n'aurait pas eu besoin d'arborer son artillerie. Et puis l'attente de ces trois types dans le noir jusqu'à ce qu'on allume. C'est vrai qu'il ne pouvait guère agir autrement s'il voulait nous rencontrer. Dans notre situation de fugitif, si on avait vu de la lumière, on ne serait jamais entré. Göring reprend la parole. « Albert, je te connaissais meilleur hôte que cela. Tu nous offres un verre? Personnellement, je prendrais bien de la bière. » Hitler le coupe d'un geste impatient. « Arrête, Hermann. On n'a pas fait tout ce voyage pour boire des verres. Venons-en au fait. » Il a une voix rauque, gutturale même. Le gros répond avec nonchalance. « Adolphe, tranquille, on a toute la soirée. Moi, j'ai soif. » Albert esquisse un mouvement pour aller vers la cuisine. Sans doute veut-il éviter de tendre l'atmosphère encore davantage. Je le devance. « Bouge pas, je m'en occupe. » L'occasion de réfléchir pendant que je prépare un plateau avec 2 bouteilles et des verres. Alors Hélène Dormont fait partie donc des 3 fondatrices des Dissidents de la Pleine Lune, avec Sabine Dormont et moi-même. Elle a donc fait des études de psychologie, et est maintenant assistante sociale à l'État de Vaud. Et je vais vous lire un extrait de son roman numéro 2. Elle a encore écrit des nouvelles, et puis un roman est en préparation. Et ce roman, publié aux éditions Plaisir de lire, s'appelle « Liberté conditionnelle ». Vincent en tête, ils entreprennent l'ascension. Mathias s'applique à suivre les pas de son ami et à garder le rythme. Il sent ses muscles s'échauffer, se concentre pour trouver ses marques. Il jubile de conquérir cet environnement austère et magnifique. Pense à la bière qu'il dégustera une fois sa prouesse accomplie. Mais, bien qu'il progresse lentement, ses pulsations cardiaques sont élevées. Sûrement un effet de l'altitude. Ou peut-être cette fameuse grippe qu'il a quand même mis au tapis. Il marque un temps d'arrêt, inspire profondément et poursuit l'escalade. Malgré un équipement léger, celui-ci lui coûte des efforts considérables. Son ami se retourne. « Tu veux faire une pause ? T'es syndiqué ou quoi ? On vient à peine de commencer. » Obstiné, Mathias reprend son assaut. Il a l'impression que la paroi se raidit sous ses efforts, se rend inabordable, lui refuse le privilège de la maîtriser. Un coup d'œil vers le haut lui confirme que le sommet est toujours hors de vue. Sa respiration se fait sifflante. L'air lui semble aussi épais que l'atmosphère d'un restaurant spécialisé dans la friture. Et, brusquement, son cœur s'affole. Pris de vertige, il s'agrippe au piolet, tétanisé à l'idée de tomber. Vincent l'a solidement assuré, pourtant, il se sent décroché et chuté. Alors, Christine Grebetti a travaillé comme correctrice. Elle a une écriture très poétique. Son premier livre, je crois, ça avait pour titre « Quelque chose s'est absenté », paru aux éditions Assa. Et là, je vais vous lire un extrait d'un autre roman qu'elle a écrit récemment. C'est un témoignage sous forme de conte qui met en scène une relation avec un pervers narcissique. Ils arrivèrent chez la cocotte. Chacun marchant à distance de l'autre, et l'hirondelle, se réjouissant de ces instants parce que la cocotte cuisinait à merveille, laissa se dissiper l'incident. Hélas pour les tourtereaux qui n'en étaient déjà plus, une pyjaca s'entra soudain dans le bistrot, se dirigea vers le pan d'un pas assuré, le salua, l'embrassa, et déclara tout à coup une chose qui confondit le pan. Pris d'un coup et d'un seul,
dans un flagrant délit de mensonge. Il avait en effet été aperçu avec une bergeronnette fort jolie, elle sous elle, quelques jours plus tôt. L'hirondelle encaissa la chose dignement et sans mot dire, mais sans omettre de constater que la pie en question devait être bien perverse et mauvaise, pour oser risquer d'ébranler ainsi un lien amoureux dont elle ignorait qu'il courait à sa fin qu'elle contribuait à activer. Observant alors que le pont et ses réactions, l'hirondelle vit en face d'elle un être particulièrement hideux, vide et sec, sans amour, le teint blafard, et qui, plutôt que de tranquilliser l'hirondelle de ce qu'elle venait d'entendre par un mot rassurant, un geste tendre, pointait son index coléreux contre la pie jacasse qui l'avait démasqué. Il va sans dire que le repas fut écourté et qu'ils quittèrent la cocotte à la minute. Patrick Didisheim a beaucoup voyagé, beaucoup roulé sa bosse, et il écrit également, puisqu'il fait partie des dissidents de la pleine lune, et il a écrit notamment un roman qui parle du milieu du jeu, qui s'appelle Poker Blues, parce que lui-même joue aussi au backgammon, notamment. Et je vais donc vous lire un extrait de ce roman Poker Blues sur un support un peu original. Je perds à la roulette et me refais au blackjack. Il s'agit, en additionnant les cartes reçues, d'approcher 21 sans excéder cette limite. Ce jeu laisse une certaine latitude de décision. Éviter de dépasser si la banque a une mauvaise carte, splitter de premières cartes identiques ou en doubler sa mise. Chacun y trouve son compte, le gagnant peut invoquer son mérite, le perdant sa malchance, et le casino continue de s'appuyer sur des probabilités légèrement en sa faveur. Après une vingtaine de minutes, je m'aperçois que j'ai joué 2 heures. Pas une horloge, tout est arrangé pour faire oublier l'heure. Un produit euphorisant, un surplus d'oxygène serait, paraît-il, injecté dans les salles par les circuits de ventilation. Je me présente au guichet de change avec 5 000 $ en jetons que je dépose sur le comptoir. Que désirez-vous ? La question de la caissière me prend au dépourvu. Changer cette somme. Contre quoi ? Contre du cash. Ah, vous désirez du cash. Quelle serait l'alternative ? Vous avez un compte chez nous ? Non. Désirez-vous en ouvrir un ? Je n'avais pas envisagé cette option. Pas pour le moment, merci. Puis-je voir votre carte ID, s'il vous plaît ? Vous avez besoin d'un papier d'identité ? Oui, c'est la loi. Et que se passerait-il si je vous en montrais pas ? Alors Cornelia de Preux, autre fidèle dissidente de la pleine lune, a publié à ce jour 2 romans, un recueil de nouvelles. Je vais vous parler de son premier roman parce que récemment il a fait l'objet d'une interprétation théâtrale au Brésil. Et là je vais vous lire un court extrait. Ce roman est inspiré d'un fait divers authentique. Donc c'est une famille qui s'est enfermée dans une cave pendant plusieurs jours pour donner le change, pour ne pas dire aux voisins qu'ils n'avaient pas les moyens de partir en vacances. L'engin est placé à l'avant des villas, dans le jardin des Von Siegel, justement. Cet éloignement permet à la fois de tempérer le bruit qu'une telle occupation génère et d'empêcher les parents de s'y mêler. Sans cela, le ping-pong des conseils et réprimades deviendrait vite insupportable. L'un après l'autre, Marie. Marie, tu m'entends ? Attention, pas trop haut. Non d'une pipe, Kevin, laisse sauter ta sœur. Violette, fais attention à ta jupe. Mais va donc te changer, compris ? Violette. Kevin, si tu n'arrêtes pas, tu vas être privé de jeux vidéo demain. Mais les adultes sont agglutinés autour de la longue table, dressés derrière les mitoyennes et ont d'autres soucis. Ils sirotent de la sangria et des bières, médisent sur les absents, vantent les salades, louent les desserts, ouvrent des paris pour la Coupe du monde de football, parlent de leurs prochaines vacances.
Et c'est là que Constantin Birgus déclare tout à coup que, cet été, ils partent aux îles Fidji. Tatiana le regarde d'un œil interloqué. Les îles Fidji? Un tel voyage doit coûter une fortune, il a perdu la tête. Elle devrait intervenir. Elle ouvre la bouche, hésite, mais il est trop tard. Les voisins, déjà jaloux, s'exclament. Les îles Fidji? Il paraît que c'est magnifique. Quelle chance vous avez. Kurt Wilders est d'origine belge. Il vit sur la côte dans un ancien wagon du métro La Ficelle à Lausanne. Et il participe à pas mal d'ateliers d'écriture et à de nombreux concours. Et c'est un dissident assez récent. Et donc son texte, dont je vais vous lire un extrait, a été également remarqué dans ce recueil du prix de la ville de Gruyère. Il s'intitule Gruyère Connection. Lundi. La voix du maître laitier cingla comme une gifle dans le réfectoire où se déroulait la pause des employés. « Vain Dieu, il y a des culs de vaudois qui viennent voler tout le stock de meules. La tita m'est bègue. » Ignace, seul accoutumé, releva le patois. La tête me tourne, lancée par son patron. Yeux ébahis, bouche bée et tronche défaite comme un lendemain de cuite à la poire à boutier. On se regarda, ne sachant si cette soudaine intervention devait être prise au sérieux. Mais devant son insistance, les trois employés emboîtèrent le pas de leur chef jusqu'à la cave d'affinage où, en théorie, devaient reposer pas moins de 7000 meules. Or, elle n'y était plus. Hormis la production de vendredi dernier, qui demeurait sur les étagères telles des escalopes échouées sur une plage déserte, la quasi-totalité du stock avait été subtilisée la veille. C'était lundi, alors forcément, les voleurs avaient eu tout le temps de prendre leur temps. Et par des vaudois de surcroît, enfin, connaissant juste Ignace, Flegmont et Fernando, respectivement premier, second et troisième laitiers, suspectaient qu'il s'agissait d'une libre interprétation de leur chef des potentiels coupables. Mais ils ne lui en firent pas la remarque.